C'est, je pense, la pire période professionnelle que j'ai eue. J'ai jamais posé de problème parce que j'étais sûr de mes qualités. Cette période m'a fait partir de Lyon aussi. J'ai trouvé un projet qui est juste top parce que tout est mis en œuvre pour amener le FC Com à jouer l'Europe. Salut, c'est Maxence Cacré, c'est Carré. Maxence, je suis super content d'être avec toi. On est ici à Com, chez toi, dans ton nouveau chez toi. On va parler de tout, on va parler de ta nouvelle vie à Com, où ça se passe pas mal, on va dire ça comme ça. On va parler de ton coach, Cesc Fabregas, on va parler de l'OL, qui représente plus de la moitié de ta vie, avec beaucoup de bons moments, une fin plus difficile, on en parlera aussi. Mais merci beaucoup de ta présence. Tu viens d'arriver à Com, dans des conditions assez incroyables, parce que tu es parti pour un transfert assez élevé. 2 jours après ton arrivée, tu joues le Milan AC. Un quart d'heure après, passe décisive. Comment tu vas? Comment ça se passe? T'as une acclimatation express, hein? Ouais, franchement, écoute, ça va. Ça va, je suis très content d'être ici pour ce premier changement de ma vie, dans un lieu qui est juste incroyable. Je pense que tout le monde connaît Com, donc non, je suis très content. L'adaptation s'est faite très rapidement. Tout a été à 1000 à l'heure. On va commencer par mon transfert qui s'est fait en même pas 2 jours. Donc je suis arrivé ici très rapidement, un samedi soir. Dimanche matin, j'avais la visite médicale et la signature. L'après-midi, j'avais déjà entraînement parce que le coach Fabregas voulait que je m'entraîne rapidement parce que justement, on jouait Milan 2 jours après. Donc Milan, je commence sur le banc, logiquement. À la mi-temps, le coach me dit « Allez, c'est parti ». Donc je joue la mi-temps. Au bout de 10-15 minutes, je fais ma première passe D. Malheureusement, on perd ce match. Donc c'était frustrant parce qu'on méritait bien mieux. Mais non, écoute, une bonne adaptation, les gens sont top, gentils et très accueillants. Donc je suis très content, très très content. Et parle-nous français, à quel point tu étais en panique quand même? Parce que quand tu viens d'arriver, tu sais qu'une première impression, t'as pas une deuxième chance pour faire une première impression. Là, tu l'as réussi, tout va bien, etc. Mais tu n'avais pas beaucoup joué depuis longtemps. La première phase, tu n'avais pas énormément joué, quasiment 2 mois sans jouer avant d'arriver. À quel point tu étais stress quand tu rentres? C'est sûr. Les 2 derniers mois, je pense que j'avais peut-être joué un match, peut-être 2 matchs. C'était le maximum. Donc, après, j'avais réussi quand même à garder une forme aux entraînements qui me permettait d'avoir ce feeling. Mais on sait tous que les entraînements ne reflètent pas les matchs. Donc j'avais cette petite appréhension de jouer 45 minutes et de devoir faire 45 bonnes minutes parce que, comme tu dis, c'est la première impression et c'est la plus importante. Et non, franchement, j'avais des jambes, j'ai fait une bonne mi-temps. Mais je pense que la première impression avait été bonne et ce qu'il y avait à retenir en tout cas de ce match. Et raconte-moi un petit peu l'influence de Cesc Fabregas sur ton arrivée ici. Parce que Cesc Fabregas, c'est une légende de ce sport, mais on te connaissait vraiment, vous avez joué l'un contre l'autre. Enfin, tu vois, quelle a été son importance? Je sais que vous êtes eu au téléphone, comment ça s'est passé? Oh, honnêtement, c'est la personne qui m'a vraiment convaincu de venir ici. Quand j'ai eu l'approche du club, honnêtement, je connaissais le club, oui, mais je ne savais pas vraiment ce qu'il en était. Donc le coach a voulu m'appeler. Bon, déjà, ça m'a fait un peu bizarre parce que c'est un joueur que j'ai adoré voir jouer à l'époque du Barça, du Grand Espagne. C'était vraiment un joueur avec Iniesta, Xavi, Busquets qui m'a fait rêver tout simplement. Donc j'étais super content déjà de l'avoir et puis il m'a vendu le projet et ça a été très simple, hein. Il m'a dit qu'il me voulait parce qu'il me connaissait parfaitement, qu'il m'avait vu des tonnes de fois jouer, qu'on avait joué contre. Et donc, j'étais un profil qui pouvait l'intéresser pour son équipe, qui pensait que je pouvais aider justement l'équipe à s'améliorer. Donc déjà, c'était très gratifiant parce que quand on entend Fabregas te parler comme ça, te dire que tu es un top joueur et que tu peux l'aider, bah, tu te dis, ah ouais, quand même. En plus, à son poste. À son poste, c'est ça. C'est que c'est un milieu de terrain. C'était un milieu de terrain. On a tout à apprendre de mecs comme lui. Et la chose qui m'a vraiment donné envie le plus, c'est le style de jeu qui vend. Et c'est vraiment ce qui m'a le plus attiré, on va dire, le jeu à l'espagnol. Tout simplement, en fait, son style de jeu qu'il avait. Du jeu à l'espagnol, mais avec la tactique qui est nécessaire en Italie, pardon.
Ça a été très simple, un bon échange. Je parle pas un mot d'italien pour le moment, donc il parle bien français. Comme il a joué à Monaco, il parle très bien français, donc ça a été très simple d'échange aussi. Et non, franchement, je regrette pas mon choix. Je suis très content d'avoir écouté ses conseils parce que je pense être au bon endroit. Et c'est un nouveau coach, par définition. Il est comment? Est-ce qu'il t'a séduit? Est-ce que, tu vois, au quotidien, parce que c'est le quotidien, hein, c'est les entraînements, c'est le rectangle vert qui te dit ce qu'il vaut, etc., etc. Comment ça se passe que Cesc Fabregas, entraîneur, c'est comment? C'est fort, honnêtement. Le coach, je pense qu'on commence à le voir par le biais de nos performances, mais c'est un top coach. C'est un coach qui aime le jeu, qui veut tout le temps jouer, mais qui a ses idées tactiques aussi. Et franchement, j'en apprends tous les jours avec lui parce que justement, il a une idée du football qui est hyper claire. Je sais que quand je vais sur le terrain, je sais ce que je dois faire. Donc c'est vraiment important pour un joueur de savoir quoi faire sur le terrain. Parce que oui, il y a l'individualité qui peut sortir, mais il faut être structuré aussi. Et c'est là où le coach est très fort. Il arrive à structurer cette équipe et à inculquer une âme qui est son âme, une âme de football, de jeu qu'il aime tant. Et très concrètement, toi, il te demande quoi? Parce que y a aussi Lucas D'Acunha qui marche bien et vous êtes un peu le double soupape un peu de ce milieu un petit peu. Il compte sur vous pour mettre du liant, pour beaucoup d'agressivité à la perte de la balle et beaucoup de liant, j'imagine, quand vous l'avez. Mais concrètement, toi, avec tes qualités, il te demande quoi? Moi, il me demande tout simplement de jouer mon football. Il veut que je sois, on va dire, un peu à la relance, donc dans les premiers ballons, à essayer de faire sortir la balle. Mais il veut aussi que je me projette, que ce soit pour défendre, pour presser, que j'aille presser haut. Il veut que je me projette pour aller peut-être faire une dernière passe ou finir les actions. Il me demande de la mobilité. Il demande à ses milieux d'être très mobiles pour qu'on puisse justement combiner et être proche pour être toujours en supériorité. Donc voilà, c'est vraiment le foot que j'aime, avoir un peu de liberté, mais tout en étant aussi très structuré. C'est, on va dire, les consignes que j'ai de ce coach. Côme, c'est un club qu'on connaît pas très bien en France, et pour cause, en 2019, c'était Série D. Série D, c'est la 4e division italienne. Depuis, c'est impressionnant. Là, vous êtes dans le milieu de tableau, mais avec des ambitions énormes. Jusqu'où peut aller ce club? Jusqu'où tu veux l'emmener? Enfin, c'est un parcours assez particulier comme club, tu vois. Ouais, complètement. Justement, je pense que là, on peut voir le club fait tout pour faire progresser le club. Il y a plein de choses qui changent. La salle de sport, avant que j'arrive, elle venait juste d'être faite. Maintenant, on a une salle de sport qui est juste top. Ils ont fait en peut-être une semaine un coin piscine, balnéo. C'est des petites choses, mais qui montrent que le club vraiment veut investir sur le projet. Et si je suis venu ici, c'est parce que je crois au projet aussi. Comme tu as pu le dire, le club fait que monter depuis quelques années. Ça montre aussi que le projet reste cohérent. Voilà, je pense qu'on a une équipe qui avait comme objectif le maintien cette année, ce qui est normal quand on monte de série B, mais avec les joueurs qu'on a, le talent qu'on a dans cette équipe, l'objectif dès la prochaine saison, ça sera de jouer les places européennes parce que ça reste l'objectif premier du club, d'amener Côme, le FC Côme, à jouer l'Europe parce que tout est mis en œuvre et les joueurs sont là pour jouer l'Europe. Et il y a des vrais bowlers, tu vois, à tous les niveaux du club, parce que quand on se dit qu'il y a Cesc Fabregas, l'entraîneur, il y a Rafa Varane, avec lequel tu aurais dû jouer, qui a dû arrêter sa carrière malheureusement, mais qui est encore dans l'organigramme du club, qui a un rôle dans le club. Il y a Thierry Henry comme actionnaire. C'est un vrai projet. Thierry Henry, t'as parlé avec lui, ou t'as parlé avec Rafa Varane, ou t'as parlé avec d'autres personnes? J'ai croisé Raphaël Varane, peut-être la première semaine quand je suis arrivé. Il m'a dit que bienvenue, que si j'avais besoin de quelque chose, qu'il pouvait être là. Donc c'est très sympa de sa part. C'est un mec super gentil qui malheureusement a dû arrêter sa carrière. Mais non, c'est vrai qu'il y a de nombreuses personnes dans le club qui ne sont pas n'importe quelle personne. C'est sûr qu'il y a de grands noms. Et c'est ce qui montre aussi la force du projet. C'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui y croient.
Et moi, je suis le premier à y croire parce que depuis que je suis arrivé, comme je l'ai dit, en 2 mois, j'ai une évolution qui est juste incroyable. Et en plus de ça, sur le terrain, on montre qu'on peut rivaliser avec n'importe quelle équipe. On a su gagner la Fiorentina, Naples, en dominant largement. On a certes perdu contre l'Atalanta, Milan, la Juve, mais c'est des matchs qu'on n'aurait peut-être pas dû perdre. Mais non, franchement, l'équipe est top et elle est en progression, donc je suis serein pour l'avenir. La victoire contre Naples, elle a beaucoup fait parler. Ouais. Mais ça a traversé les Alpes et tout. Enfin, tu vois, c'est. Non, c'est sûr que la victoire contre Naples, je pense, c'est la victoire qui montre à quel point Com peut devenir une très bonne équipe. Parce qu'on a fait un match hyper sérieux. Et parfois, il y a des petites équipes qui gagnent des grosses équipes, mais c'est pas forcément mérité. Ça arrivait à n'importe qui. Mais là, le match, si on regarde le match du début à la fin, le Com mérite de gagner Naples. Et je pense que c'est ce qui a été important dans ce match, c'est que tout le monde s'est rendu compte que il y a un vrai style de jeu, il y a une vraie équipe, et cette équipe va faire chier beaucoup d'autres équipes. Et on sait que les ressorts mentaux d'un sportif de haut niveau, c'est toujours des fois, vous allez chercher des trucs. Je me souviens souvent de Michael Jordan qui aimait s'inventer des histoires pour pouvoir s'énerver tout seul. Tu l'as vu ce truc-là dans The Last Dance, tu vois. Et toi, est-ce que ça t'a titillé? Parce que t'es parti pour un vrai chèque. Il y a des gens en France qui se sont empressés de dire « Oh là là, Maxence qui a créé à 16 millions et demi, il faut vendre tout de suite, etc. etc. » C'est des choses que t'as dû entendre. Ouais, bien sûr. Comment tu l'as vécu et est-ce que ça t'a titillé? J'entends, c'est sûr que ça peut être dérangeant. Je vais pas dire que ça m'a rien fait. J'entends, c'est dérangeant parce que tu te dis, ils te prennent pour un peu, je sais pas comment, quel mot Un petit employer. joueur. Ouais, voilà. Mais moi, je suis tranquille. Je sais ce que je vaux. J'ai la foi tout le temps. Donc, j'ai ma foi. Je me maintiens à ça. J'ai ma famille et après, le reste, c'est le reste. Mais est-ce que tu t'es pas dit que les gens sont amnésiques? C'est-à-dire que j'ai l'impression que beaucoup de gens en France ont gardé l'image de toi des 2 derniers mois où on t'a pas vu en réalité, mais les gens ont oublié le Final 8, tu vois, où tu fais des matchs de ouf, la trajectoire que tu avais eue avant. Voilà, le football, pour moi, on oublie très très vite. Ouais. À quel point c'est énervant ça? Ouais, ça par contre, c'est sûr que c'est très énervant. Un mauvais match peut effacer 15 bons matchs. Malheureusement, c'est le foot. C'est comme ça a toujours été comme ça et ça le restera pour toujours. Après, c'est dans ces moments-là où justement, mentalement, il faut être fort et ne pas faire abstraction de tout ça. Et je pense que c'est une chance que j'ai, grâce aussi à mon entourage, de rester les pieds sur terre quand ça va moins bien, pour penser à autre chose, quoi qu'il arrive, parce que sinon, je te morfonds et là, ça devient trop compliqué. Mais toi, tu dis quand même que tu es chez les fous quand même. Parce que 2 mauvais mois, allez, on va dire 6 pour élargir. 6 mauvais mois, on fait oublier, même aux supporters lyonnais, à des supporters lyonnais, pas tous, on va pas. Voilà. Mais pas 13 ans, mais tu vois, des années et des années de qualité. Ouais, c'est sûr. C'est ce qui est compliqué dans le foot, c'est que je finis la saison l'année dernière. Très bien. Je pense que je suis un joueur qui aide fortement l'équipe à remonter au classement, à se qualifier en Coupe d'Europe, à aller en finale de Coupe de France. Donc ça, je te parle de ça, c'est 6 mois avant cette période où je joue plus. Et du coup, ce qu'on se rappelle sûrement pour quelques supporters lyonnais, parce que dans la globalité, j'ai eu un soutien incroyable des supporters, ils m'ont toujours soutenu et j'ai eu beaucoup de messages de supporters qui étaient tristes que je parte aussi. Mais pour en revenir à ces 2 mois, les quelques supporters restants, ils se rappellent de ces 2 mois où je ne jouais pas forcément en plus et qui reflètent pas du tout mon passage à l'Olympique Lyonnais. Et avec le recul et la sagesse qui te caractérise, comment t'expliques quand même cette période négative qui a fait que t'es parti? Parce que s'il n'y avait pas eu ça, tu serais probablement resté, ou, enfin, j'imagine, je sais pas, mais comment t'expliques d'avoir été moins bon? C'est des choses qui arrivent dans une carrière, mais il y a parfois des raisons. Comment tu l'expliques? Est-ce que tu as eu des soucis avec Pierre Sage, ou est-ce que vous avez des discussions où il attendait des choses que tu savais pas lui donner, ou enfin, tu vois, comment tu l'expliques avec ton regard à toi, cette fin un peu en eau de boudin, quoi, tu vois?
Non, je pense qu'il n'y a pas, il n'y a pas réellement d'explication. Certes, mon début de saison n'était pas à la hauteur de mes qualités. Après, je pense que l'équipe tournait pas bien aussi. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Après, oui, certes, je suis un joueur qui avait un rôle dans cette équipe, donc qui se doit aussi de réussir à changer ce petit truc quand l'équipe va moins bien. Mais l'équipe tournait pas très bien. Je ne tournais pas très bien. C'est ce qui a fait que petit à petit, j'ai été mis un peu sur le banc. Je faisais des entrées de temps en temps un match, jusqu'à arriver au moment où je ne jouais plus du tout. Après, tu l'as vécu comment, ce moment-là? Cette espèce de déclassement. C'est, je pense, la pire période professionnelle que j'ai eue. Honnêtement, je m'entraînais bien. J'ai toujours été très professionnel. J'ai jamais posé de problème parce que comme je l'ai dit plusieurs fois, j'étais sûr de mes qualités. Je sais que je pouvais retrouver ma place de titulaire. Et c'était ce qui était le plus frustrant, c'était de bien s'entraîner, d'être bon à l'entraînement. Tout le monde le voyait. Il n'y avait pas de débat sur ça. Et de ne pas jouer le week-end, c'est ce qui était le plus dur. C'est pour ça que je dis que c'était la période la plus compliquée de ma vie professionnelle, parce que de pas faire les matchs, c'est comme venir en fait travailler sans faire réellement ton boulot. Donc tu viens t'entraîner, oui, je m'entraîne, mais il n'y a pas cette petite flamme qui est le Graal, de faire les matchs, d'être sur le terrain, d'être en compétition, et c'est ce qui me manquait, et c'était là où c'était vraiment, vraiment compliqué. Et à quel point ça t'a affecté dans ta vraie vie? C'est-à-dire, on sait que n'importe qui, hein, moi, toi, n'importe qui, quand ça va pas dans notre vie professionnelle, ça peut influer la vie personnelle. Toi, à quel point ça a été... tu vois? Honnêtement, parfois, je rentrais chez moi, je pense que je devais être très désagréable. Non, c'est vrai, il y a surtout après les matchs, quand je jouais pas, quand j'avais pas pu aider l'équipe, c'est là où c'était très compliqué. Après, j'ai la chance d'avoir un entourage qui est juste exceptionnel, qui m'accompagne dans les bons, les mauvais moments, et ça me permettait vraiment de garder la foi et le mental pour espérer rejouer. Et puis pour finalement rebondir. Ouais. Tu n'as pas l'air malheureux, là. Non, pas du tout. Au contraire, je pense que cette période m'a fait partir de Lyon aussi. Sinon, tu serais resté, tu penses? J'avais plus de chances de rester avec une place de titulaire à Lyon. Donc c'est sûr, c'est ce qui m'a fait prendre cette décision. Et puis non, comme j'ai dit, j'ai trouvé un projet qui est juste top et qui va faire que se développer encore. Donc je suis plus heureux actuellement. Tes meilleures anecdotes depuis que tu es arrivé ici, les trucs les plus gauleries, les trucs ou bien les trucs qui ont le plus de sens, ouais, depuis que tu es là? Pour commencer, je pense, dès le premier jour, j'ai vu que les Italiens, c'est des vrais blagueurs. Bon, je t'avoue que je comprenais rien. Je comprenais rien du tout. Là, je commence un peu à comprendre, donc ça va. Mais j'arrive, je les vois, ils se chambrent tous. Mais il n'y en a pas un qui ne se chambre pas, ils se chambrent tous. Ils rigolent. Et les Français, ils aiment bien chambrer les Français. Donc, comme je te dis, moi, je comprenais rien. Donc, à chaque fois, on me faisait la traduction. Mais ils aiment bien envoyer sur les Français. Et non, c'est bon enfant. Vas-y, quel style? Quel style? Et ils aiment bien, en gros, mettre le négatif d'un Français. Pour eux, l'italien, l'italien, faut qu'il soit meilleur dans tout. Et c'est un peu ce genre de. Et nous, ils nous taillent sur quoi alors? Ils disent quoi? Qu'on se la raconte, qu'on fait les beaux, machin? Ce qu'ils aiment bien dire, c'est que le seul truc en France qui est bien, c'est les baguettes et le petit déjeuner. Okay. Ça, ils aiment bien. Pour eux, c'est vraiment un petit déjeuner, c'est français. Mais sinon, le reste, faut pas parler de bouffe avec eux. Ouais. Après, c'est vrai que la bouffe italienne est top. Mais pour eux, il y a le petit déjeuner qui est OK, les croissants, pain au chocolat, OK. Mais tout le reste, on peut pas dire, par exemple, il y a une spécialité en France qui est top. Non. C'est les pâtes, les pizzas, c'est leur spécialité. Ok, ça se défend. Ça se défend, mais... On est plus dans la sauce, nous. On est plus dans les plats en sauce et tout. Je sais pas, niveau terrain, est-ce qu'il y en a pas... je sais pas, je dis n'importe quoi. Est-ce qu'il y a pas des blagounettes? Est-ce qu'il y a pas des trucs? Ou est-ce qu'il y a pas un truc que tu as remarqué qui a eu beaucoup de sens pour toi? Ou est-ce qu'il y a eu des trucs qui se sont passés
Ou est-ce qu'avec Cesc, peut-être, il y a eu un moment où tu t'es dit, waouh, la dinguerie, où tu t'es dit, putain, mais c'est un truc de ouf, cet entraîneur, où tu t'es rendu compte de la vraie qualité de ce mec-là, Voilà. je sais pas. Il y a un truc qui m'a surpris quand je suis arrivé ici, c'est le coach. Il est capable, en l'espace de 30 secondes, de faire une phrase en commençant en français. Il va switcher en anglais, passer en espagnol et finir en italien. Mais c'est incroyable. Et comme en fait, on a un peu de... Il y a un groupe français, un groupe anglais, allemand, anglais, italien et un bon groupe d'espagnol, mais il est obligé de faire ça. Mais c'est impressionnant à quelle vitesse il arrive à switcher, comme si c'était une même langue pour lui. Et ça m'a impressionné parce que c'est fort, c'est super fort. Et tout le monde comprend. Tout le monde comprend. C'est ça qui est bon, c'est que il arrive justement à s'exprimer avec tout le monde pour que tout le monde comprenne. Donc personne peut te dire non, j'ai pas compris, parce que même si t'as pas compris, tu vas lui demander, il va te répéter dans ta langue, parce qu'au moins c'est clair. Et c'est là où c'est très fort. Tu as eu des entraîneurs prestigieux en France, tu as eu, je sais pas, des Laurent Blanc, des Rudy Garcia, des comme ça, et d'autres, hein, t'en as eu plein, mine de rien. Où tu situes Cesc Fabregas dans l'histoire de ta vie en termes de qualité? Non, c'est sûr que j'ai eu des très très bons coachs en France, des coachs avec qui j'ai fait que progresser. Après, c'est dur de le mettre dans un classement parce que c'est encore récent, mais il est dans le haut du classement. En tout cas, de ce que je vois et de ce que j'apprends chaque jour, c'est un coach qui, je suis sûr, va faire une grande carrière de coach. Sûr. On revient sur l'OL. Donc, c'est ce qu'on disait. Enfin, tu vois, 6 mauvais mois peuvent pas faire oublier 13 ans de vie. T'as fait plus de la moitié de ta vie à l'Olympique Lyonnais, mec. Est-ce que t'as le souvenir du petit Maxence qui arrive comme ça, mais qui a l'air tout gentil, etc., mais enfin qui se battait sur le terrain, tu vois, qui a été capitaine, enfin, tu vois. Non, je me rappelle comme si c'était hier. Je me rappelle des 2 détections que j'ai fait avant d'arriver à l'OL. À mes 11 ans et demi, j'ai signé ma licence avec eux. Et la première fois que j'ai mis le maillot, c'était incroyable. Moi, je suis supporter de l'OL. Je regardais tous les matchs avec mes parents. Donc, d'être joueur de ce club, c'était juste incroyable. Et puis, en plus, à cette époque, je pense même pas à passer les échelons, à finir professionnel. Je pense juste à kiffer, à jouer au foot et on verra. Et non, c'est incroyable l'ascension que j'ai eue avec ce club. 12-13 ans d'années, c'est pas rien. C'est comme tu dis, c'est la moitié de ma vie. Donc non, je garde que de bons souvenirs et surtout de très très belles rencontres. Les moments les plus forts, les moments les plus émouvants, les moments les plus qui t'ont marqué à vie, tu vois, ce serait quoi? De l'extérieur, sportivement, moi j'ai envie de te parler Final 8, forcément, parce que t'as eu un niveau de jeu que... T'as étonné beaucoup de monde aussi. Enfin, tu vois ce que je veux te dire, c'est là où les gens se sont dit, waouh, le gamin, t'avais quel âge? T'avais 21 ans. Enfin, tu vois, 20 ans. 20 ans. On se souvient je sais pas, du match contre la Juve. On se souvient de City. On se souvient, enfin, tu vois, d'un vrai niveau de jeu que t'as eu. Mais toi, de l'intérieur, c'est quoi tes moments les plus Je pense que le moment Final 8 est important parce que c'est le moment où on m'a découvert. Mais je pense pas que c'est la période où j'ai été le meilleur. Ok. Et même loin de là. Sérieux? Je pense que cette période a été très bonne pour moi. On surfait sur nos bons résultats aussi. Mais j'étais encore un jeune joueur qui n'avait pas vraiment d'expérience, qui était insouciant, ça c'est sûr. J'étais beaucoup plus insouciant, mais en termes de niveau et de mes qualités, c'est pas ma meilleure période. Même si, attention, hein, ça reste une période... Non, mais toi, contre la Juve, t'es au-dessus, mais facile, quoi. Tu vois, c'était... Ça reste une vraie belle période. Mais par exemple, la saison dernière reste la saison qui m'a le plus marqué. Parce qu'on commence... on fait 6 mois où on est dernier. Le club fait peur. Enfin, on ne va pas se mentir, ça fait peur. Tous les joueurs, et encore plus nous les Lyonnais, on se dit tous qu'on ne peut pas faire descendre ce club, qu'on n'a pas le droit de faire ça. Et là, d'un coup, il y a un déclic, il y a 2-3 victoires. Tu arrives à enchaîner. Tu remontes au classement, tu te sauves. Tu vois, il y a une période, un moment où ça y est, niveau comptable, on est sauvé. Mais nous, c'était fini tout ça. On ne voulait plus parler de maintien. Nous, on voulait aller chercher le haut.
Et on gagne, on monte. Entre-temps, il y a la Coupe de France. On gagne nos matchs, on se qualifie. Et là, de la pire saison de l'histoire du club, ça commence à être peut-être l'une des plus belles. Et c'est pour ça cette saison, elle est plus folle en tout cas. Elle est juste incroyable. Moi, de décembre à mai, je fais 6-7 mois, je pense, de très haut niveau, où j'aide vraiment mon équipe justement à remonter au classement, à atteindre cette finale de Coupe de France, et ce qui a permis aussi de vivre une saison exceptionnelle. Et raconte-moi l'émotion de la fin. L'émotion de la fin, c'est incroyable. Le match de Strasbourg, le dernier match de l'année, dernier match de championnat de l'année. Donc, je crois qu'on est avec 2 autres équipes. Ça se joue entre ces 3 équipes pour atteindre la place Europa League. On mène 1-0. Strasbourg a un penalty. Bah, là, on se regarde tous, on se dit, mais c'est là, c'est le moment. On pousse. Franchement, on faisait un bon match, on était au-dessus. Dans les derniers instants, penalty, Alex, je pouvais déjà les célébrer. Tu vois ce que je veux dire? Je savais déjà qu'il allait marquer, il n'allait pas louper, c'était impossible. Alex marque et là, on est euphorique parce qu'on sait que là, on pensait peut-être être barragiste. Tu vois, barragiste pour la conférence ou pour l'Europa League. Donc on est euphorique, on se dit déjà on a fait quelque chose de fou. Et là le match il siffle, tout le monde nous dit qu'il y a eu les résultats derrière qui se sont mal passés. Et du coup on est qualifié directement pour l'Europa League. Mais c'était du jamais vu. L'ambiance au stade était incroyable, il y avait toutes nos familles. C'était juste une folie. Après la semaine d'après, finale, Coupe de France. Du coup nous on surfe sur notre deuxième partie de saison. On est la meilleure équipe française en termes de points sur la deuxième partie. Franchement, Paris ne nous faisait pas peur du tout. Bon, ça reste Paris, hein. Mais on était serein. Mais le match ne s'est pas passé comme on voulait. On est tombé sur une équipe de Paris qui était, surtout en première mi-temps, beaucoup trop forte. Après, on a fait une bonne deuxième mi-temps où on a réussi à marquer un but, mais c'était trop tard. Et c'était dommage parce que si on avait pu offrir un titre cette saison-là à Lyon, ça aurait été juste incroyable. Donc non. Est-ce que c'est pas la plus grosse frustration de ta carrière, ça, jusqu'au jour d'aujourd'hui, de partir de l'OL sans être parti avec un titre, quoi? Si, carrément. Je pense que j'ai perdu 2 finales avec l'OL. Donc la finale de Coupe de la Ligue, qui était la dernière Coupe de la Ligue contre Paris. Et je pense qu'elle est encore plus frustrante parce qu'on perd au pénalty. Donc tu arrives à faire 120 minutes contre Paris. Un grand Paris, il y avait Neymar, Verratti. C'est une grosse équipe de Paris. Tu arrives à rivaliser avec eux. Tu vas au pénalty normalement et tu perds au pénalty. Donc tu dis que tu passes vraiment à ça d'un trophée avec ton club, tu vois. Et puis la finale de l'année dernière, c'est pareil. Je pense qu'il y avait vraiment de quoi mieux faire. On était, je pense, surtout en deuxième mi-temps, proche d'égaliser. Mais comme j'ai dit, on est tombé sur une bonne équipe de Paris aussi. Et malheureusement, on finit encore deuxième. Donc c'est dommage, mais c'est le football, c'est comme ça. Il y a toujours un gagnant et un perdant. S'il te plaît, fais-nous kiffer. Tu sais comme on aime les anecdotes, les rigolades, les moments les plus drôles, les moments les plus savoureux, ou qui ont le plus de sens. Tristes, ou tu vois, qui veulent dire quelque chose sur toi ou sur l'OL. Sur tes 13 années à l'OL, les moments les plus fous, les moments les plus dingues, les moments les plus savoureux, les meilleures anecdotes, les plus gros fous rires, les plus belles blagues. Dis-moi tout. Oh, franchement, j'en ai passé des moments. Parce qu'en 13 ans... Creuse-toi la tête. J'en ai vu. Le plus ouf, l'un des trucs les plus ouf, c'est je pense, l'année dernière, demi-finale Coupe de France contre Valenciennes. Du coup, tu te qualifies pour la finale. Et là, tu vois tout le monde arriver. Tous les supporters rentrent sur le terrain, donc tu vois même plus les joueurs. Il y a des joueurs, ils courent, mais ils tombent. C'est la folie. Toi, tu es là, tu sais pas quoi faire si tu rentres au vestiaire, parce qu'ils sont là pour faire la fête. Mais bon, tu sais pas quoi faire. Tu es là, tu vois le vigile, il te prend, tu cours après. Non, c'est des moments, ça marque parce que
je pense que tu vas pas le vivre 100 fois. En fait, tout le monde était heureux. Donc, eux, ils rentrent sur le terrain, mais toi, tu es grave content. Tu as envie de courir partout parce que tu vas en finale Coupe de France. En plus, après cette saison, c'est incroyable. Donc, non, ça, c'était drôle parce que tu voyais, je te dis, tu voyais les joueurs tomber. Qui c'est qui s'était gaufré comme ça, comme une saucisse? Je sais pas ça. Mais c'est sûr, non, c'est sûr, il y avait des joueurs, mais je sais plus les noms. Ton plus gros fou rire à l'OL, que ça soit en jeune, en pro. J'avoue, l'année dernière, là, toute la saison, j'ai rigolé. Hein. Vas-y. Avec Coco, Alex, Ryan. Mais non, on a rigolé. Franchement, on a rigolé. En fait, Ryan, c'est ce que j'allais dire. Ryan, il a de l'inspi à volonté. En fait, ce mec, c'est un mec drôle. Voilà, il est drôle. C'est Ryan. Comment vous le voyez, il est comme ça. Et franchement, non, il peut te sortir tout et n'importe quoi. Il aime bien charrier les gens. Il aime bien charrier les gens. Toi, tu comment? Non, moi, il me charriait pas trop. Mytho. Non, moi, il me charriait pas trop. Non, entre nous, on se charriait pas. Mais par contre, il charriait bien les autres. Et vas-y, pas forcément en sortant le blaze, on n'est pas là pour démonter un mec, mais tu vois, le genre de blague qu'il faisait aux gars et tout. En fait, là où on était pointilleux, c'est sur les tenues vestimentaires. Ok. Ça veut dire que si tu débarquais, que tu faisais un faux pas, et ben là, tu étais cuit. Ça veut dire, des fois, il y a des joueurs, ils vont arriver avec un pull multicouleur, le pantalon, je ne sais pas quelle couleur, et ils pensent qu'il a d'être ça. Et c'est là où nous, on était méchants. On laisse pas passer ça. Et vous le teniez pendant toute la journée, pendant toute la semaine, pendant combien de temps? Tant qu'il était au vestiaire, il prenait. Mais ça, le boss, je veux pas dire qui c'est le boss, mais il sait très bien. Alex? C'est lui le boss de oui. ça. Lui, c'est... Non, Alex, il est pince sans rire. Il est très drôle, mais il est pince sans rire. Ouais. Donc tu peux mal le prendre si tu comprends pas bien comment il fonctionne. Mais quand tu connais pas au début, t'as peur de lui parler. Hein. Moi, quand ils sont arrivés avec Coco, mais j'avais une image d'eux, mais qui est pas du tout l'image que j'ai actuellement. Il me faisait pas peur, mais je me disais, mais c'est pas possible, je vais pas parler avec eux. Mais au final, c'est des mecs. Coco, il est plus gentil, il est plus normal, Coco, non? Ouais, mais de l'extérieur, il fait très fermé. Ouais. De l'extérieur, il fait quand même. Les deux, ils faisaient fermé. Et en plus, tu les voyais ensemble, tu dis. Mais en fait, non, c'est des mecs en or. Ils sont top, ben oui. Et les plus bonnes rigolades avec ces foufous, là? Non, mais ils faisaient partie de ces rigolades-là. Là. Bah oui, j'imagine bien. Non, ils sont... Toi, tu t'es jamais fait terminer, toi? Si. Ça, c'était au départ, quand je suis arrivé dans le vestiaire. Pro, donc j'arrive à ma place, je suis entouré de Moussa Dembélé, Ferland Mendy. J'arrive et moi, je mettais que des survêtements Lacoste. Je sais pas, j'avais l'habitude d'en mettre et voilà. Mais il n'y a rien de fou jusqu'à là. Mais eux, ça les perturbait. Ça veut dire que tout le temps, je me faisais charrier. Surtout, c'était Ferland, surtout. Tout le temps, il me charriait parce que je mettais des survêtements Lacoste en mode avec Tanguy Ndombele. Tout le temps, il me charriait sur ça. Tout le temps. Et moi, en plus, je venais d'arriver dans le vestiaire, donc j'étais un peu... exactement. Genre, un peu timide. Ça veut dire que je savais pas comment le prendre et tout. Mais au final, non. Carrément, Tanguy, c'est un mec avec qui je suis encore en contact parce qu'on s'entend trop bien. Ou est-ce qu'il y a un moment qui a eu du sens? Un moment qui a pu être triste ou un moment qui a pu être... où t'en as retiré quelque chose, tu vois? Je pense la période Covid. Période Covid, je me rappelle comme si c'était hier. On était veille de match. On s'était entraîné au stade. On devait jouer contre Reims le lendemain. On devait jouer contre Reims. Et c'est drôle parce que je devais être titulaire. On avait fait mise en place. Mais c'était l'un des seuls matchs où je voulais pas jouer. Je voulais pas jouer parce que j'avais un peu mal au genou. Mais tu vois, une douleur de genou, j'étais pas blessé, mais juste une douleur qui te gêne. Et tu sais, quand c'est comme ça que tu vas arriver sur le terrain, tu vas penser plus à ta blessure qu'au jeu. Mais sauf que c'était dans mes débuts encore. Donc, quand tu es sur le terrain, tu n'as pas envie d'être ailleurs. Faut que tu joues. Et je voulais pas aller voir les docs, kinés et tout. Je voulais pas dire au coach. Donc, on fait la veille de match. Le lendemain matin, je me lève. J'ai encore mal.
Et là, je me rappelle, c'est Martin Terrier qui envoie un message dans le groupe joueur. Il dit, les gars, le match il va être annulé. J'ai eu quelqu'un de Reims, ils font pas le déplacement. Donc voilà. Et moi, j'étais déçu de pas faire le match, mais c'était la fête dans ma tête. Je me disais, je vais pas louper mon match au moins. Parce qu'en fait, je savais que j'avais mal et je savais que j'allais devoir forcer. Mais au final, j'aurais préféré jouer ce match, avoir mal et pas vivre cette période Covid, même si cette période Covid a permis de repenser aussi à la vraie vie, quoi, à oublier un peu le foot et vivre et revivre un peu. Et si je me souviens bien de cette période-là, du côté de chez toi, enfin, etc., ça vous a empêché de remonter vers l'Europe? Exactement. Parce que vous étiez en train de remonter fort vers la Coupe d'Europe, peut-être même vers la Champions. Enfin, je sais que vous étiez en train de remonter. On était 7e. Voilà, vous étiez en train de remonter fort. Et l'autre truc, par contre, si on voit le bon côté, c'est que ça t'a permis de bien travailler, ou je sais pas comment t'as fait, en tout cas, pour revenir, et qu'après, c'est le Final 8, ou vous faites la surprise, enfin, tu vois, ou... Ouais, moi, cette période, elle m'a été utile dans le sens où je jouais, mais c'était mes débuts, donc je jouais, mais j'enchaînais pas. Ce qui est un peu normal aussi au début. Et du coup, après le Covid, on a repris l'été. Donc, il y avait pendant une période de transfert. Donc, il y a des joueurs qui sont partis, ce qui m'a aussi libéré une place. J'avais fait une bonne prépa pendant les 2 mois de Covid où j'avais bien bossé chez moi. Après, je me rappelle, on avait fait 4-5 semaines de prépa au club. On avait fait des stages à Evian. On avait plein de matchs amicaux justement avant le Final 8. Et c'est là où le coach Rudy Garcia m'a vraiment lancé et où j'ai vraiment pu me faire découvrir, entre guillemets. L'OL, ça restera toujours ton club, on le sait. Est-ce que tu regardes toujours les matchs de l'OL? Qu'est-ce que tu penses d'eux? Qu'est-ce que tu penses du coach Paulo Fonseca qui a entraîné ici en Italie? Donc tu dois peut-être avoir des échos que nous on n'a pas sur ces derniers temps. C'est quoi ton regard sur l'OL d'aujourd'hui? Non, honnêtement, je regarde tous les matchs de l'OL. Ça reste mon club. J'ai mes potes qui jouent là-bas aussi, donc je suis toujours content de les voir jouer, évidemment quand je peux, parce que ça arrive qu'on joue en même temps. Mais non, je suis très content qu'ils remontent au classement. Là, ils sont sur une bonne dynamique, ils gagnent leur match. Donc c'est bien. Je pense qu'ils ont recruté un top coach. En tout cas, de ce que j'ai vu quand il était à Lille, c'était du très haut niveau. Et des échos que j'ai de ces passages en Italie, c'est un coach avec une identité de jeu qui est réputé. Donc non, je pense qu'il y a un bon coach. Ils ont les joueurs qu'il faut pour atteindre, je pense, les objectifs que le club avait fixés en début de saison. Et ton regard sur le côté plus club, où il y a des côtés qui font un peu peur à tous les supporters de l'OL, on va pas se mentir. On rappelle que le club est rétrogradé administrativement en Ligue 2. Ton regard sur l'évolution du club, toi, tu réagis comment en tant que supporter de l'OL? C'est sûr que le club a changé. Ça, on ne peut pas le nier. Après, le changement, je pense, est aussi normal quand on passe d'un président qui a tout fait, qui a limite créé le club. Jean-Michel Aulas. Ouais, monsieur Aulas, c'est sûr que c'est dur de passer après ce grand président. Surtout que je pense que le président Textor n'a pas du tout la même vision que monsieur Aulas. Et c'est là où je pense qu'il y a un changement et qu'il y a besoin de ce temps d'adaptation. Voilà, il y a des choses qui sont faites par la DNCG, par exemple, qui je pense, sont compliquées à vivre quand on est dans l'enceinte du club. Mais j'ai aucun doute que tout va bien se passer, que le club... T'es pas plus inquiet que ça? Non, je suis pas inquiet parce que l'OL reste l'OL. Mais il y a cette identité et la France a besoin d'un club comme l'OL. Donc non, je pense que les choses vont être faites pour avancer et tout passera comme toujours par le terrain. Si l'équipe tourne, comme j'ai dit, il y a un bon coach, il y a des bons joueurs, une bonne équipe. Donc si les résultats sont là, ça peut que aller.
tout passera par le terrain. Par contre, c'est sûr que si les résultats sont plus compliqués, c'est souvent là où on voit où les mauvais moments apparaissent. Et c'est ce que je ne souhaite pas au club. Et toi, ta relation et ton regard sur John Textor, qui est un sacré personnage quand même, comme tout le monde, il y a du bon, il y a du mauvais, etc. Il a dû te faire marrer quand il est arrivé avec son chapeau de cow-boy à OL PSG, mais ton regard sur John Textor, sacré personnage. Ouais, non, c'est un personnage. Je pense qu'il aime aussi ce show. Mais après, franchement, j'ai pas trop eu l'occasion d'échanger avec. Non. Évidemment, je l'ai vu les fois où il est venu au club, où il parlait devant tout le monde. Mais personnellement, j'ai jamais eu une discussion en face-to-face avec lui. Donc, j'ai pas d'image particulière envers John Textor. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. Et j'espère en tout cas qu'il fera tout ce qu'il faut pour ce club. Un petit mot sur ton surnom, Craqueret. Ça t'a fait marrer, ça te fait marrer? Pas tant que ça, j'ai l'impression que t'as pas adoré. Si. Bah, franchement, c'est un bon surnom. Hein. Ouais. Le début crack, donc ça reste gratifiant. Ça veut dire que t'es un bon joueur, tu vois. Et ça matche bien avec mon nom de famille Cacré. Donc ça m'a fait rire au départ. Ça me fait toujours rire. Et non, j'aime bien ce surnom. Il passe bien. C'était une manière de montrer qu'il t'aime. Ouais, c'est sûr. Pour finir, est-ce que tu veux bien regarder la caméra là-bas? Et est-ce que tu as un message pour les supporters de l'OL, de manière générale, pour ceux qui t'ont soutenu pendant des années, aussi pour ceux qui t'ont moins soutenu sur ces derniers temps, même si la majorité était avec toi? Est-ce que tu as un message pour les supporters de l'OL? Tous les supporters lyonnais, merci pour toutes ces années. Vous m'avez soutenu et du début à la fin. Je vous remercie et quoi qu'il arrive, mon cœur sera toujours lyonnais. Donc on se reverra peut-être. Ça veut dire qu'un retour à l'OL n'est pas inenvisageable? Dans un coin de ta tête, c'est pas impossible? On ne sait jamais. Ça peut être un retour en tant que supporter. Ça peut être un retour au club, pas forcément en tant que joueur. On ne sait pas, franchement, dans le monde du foot, tout va très vite. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis lyonnais, ma famille est à Lyon, donc je retournerai à Lyon. Donc c'est pour ça que, quoi qu'il arrive, on se reverra. Merci beaucoup, mon poulet. Toujours un plaisir. C'est carré? C'est carré.